Bonjour et bienvenue dans Géopolitis, édition consacrée cette semaine aux enjeux des élections en Inde. Elles viennent de commencer et s'étalent sur plus d'un mois. Les élections législatives indiennes constituent le plus gros exercice démocratique du genre dans le monde. Le parti nationaliste du Premier ministre Narendra Modi est largement en tête dans les sondages. L'opposition peine à rassembler, mais avertit des dangers d'un troisième mandat confié à Narendra Modi, qui pourrait notamment conduire, selon elle, à de nouvelles discriminations. Au cœur du système Modi, une idéologie, l'hindutva, qui veut faire de la culture hindoue le socle unique de l'identité indienne et qui entraîne une réécriture de l'histoire. En ce début d'année, Narendra Modi a présidé la cérémonie de consécration d'un temple construit sur le site où s'élevait une mosquée. La communauté musulmane est particulièrement prise à partie et est la cible de violences. Narendra Modi est très populaire en Inde. Il dispose d'une véritable machine de guerre en matière de communication, mais aussi du soutien de l'élite économique comme de la diaspora. Il n'hésite pas à mettre en avant les succès d'une Inde moderne et technologique. Après 10 ans de règne, sur quel bilan peut-il tabler ? Elles sont présentées comme le plus grand exercice électoral du monde. Près d'1 milliard d'Indiens sont appelés aux urnes pour ces nouvelles élections législatives. On peine à imaginer ce que cela représente en termes d'organisation. Il a fallu prévoir par exemple 1 million de bureaux de vote. Au-delà de la logistique, que signifierait un troisième mandat pour Narendra Modi ? Qu'est-ce qui se cache derrière l'idéologie prônée par son parti, le BJP ? On en parle avec notre invité Philippe Bornet, historien, spécialiste de l'Inde à l'Université de Lausanne, juste après ce rappel en images et en chiffres, signé Elsa Anguinolfi. C'est le grand favori. Le Premier ministre sortant Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014, brigue un troisième mandat. Au cours des 10 dernières années, le gouvernement du BJP a sorti 250 millions de personnes de la pauvreté. Nous avons prouvé que nous travaillons pour obtenir des résultats. Son objectif, obtenir pour son parti, le BJP, et ses alliés 400 sièges, plus de 2/3 du Parlement. L'opposition dénonce une volonté cachée du pouvoir de changer la Constitution et tente de faire front uni, avec une grande coalition menée par le Parti du Congrès qui a dirigé le pays pendant des décennies. Cette élection est cruciale pour la sauvegarde de la démocratie et de la Constitution. Et il est essentiel de s'y présenter et de la remporter. Les élections législatives indiennes ont commencé le 19 avril pour 6 semaines jusqu'au 1er juin. En jeu, les sièges des 543 députés de la Lok Sabha, la chambre basse du Parlement indien. Avec ses 1,4 milliard d'habitants, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde, surpassant la Chine voisine. 970 millions d'Indiens sont appelés aux urnes dans 1 million de bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Souvent qualifiée de plus grande démocratie du monde, l'Inde serait devenue une autocratie électorale selon l'Institut VEDEM qui évalue l'évolution de la démocratie dans le monde. Il souligne la détérioration de la liberté d'expression, de l'indépendance des médias, ainsi que l'augmentation de la répression contre la société civile et l'opposition. L'idée que l'Inde est la plus grande démocratie du monde est un mensonge complet. Le Parti du Congrès a dénoncé le gel de ses comptes dans le cadre d'un litige fiscal. Autre figure de l'opposition, Arvind Kejrival, a été arrêté pour corruption juste avant les élections. C'est la première fois dans l'histoire de la démocratie indienne que la nature libre et équitable des élections en Inde est remise en question. Arvind Kejrival devrait comprendre, tout comme les membres du Parti du Congrès, que la loi et les conséquences de sa violation ne s'arrêtent pas simplement parce que vous êtes un leader politique. Le résultat des élections est attendu pour le 4 juin. Philippe Bornet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Inde à l'Université de Lausanne. Un mot d'abord sur ce gigantesque scrutin. Cela relève à chaque fois du défi. Alors oui, effectivement, c'est un défi considérable. Il faut imaginer un sous-continent de près d'1 milliard d'électeurs qui va devoir être convoqué aux urnes. Donc il s'agit de déplacer des machines électorales sur l'ensemble du sous-continent, d'assurer la sécurité aussi, bien sûr, des officiels qui vont accompagner ces machines tout au long du scrutin. Donc cela va durer, on comprend que ça va durer environ 44 jours, je crois. Donc vraiment un temps considérable pour assurer la bonne tenue du scrutin.
La question est maintenant de savoir si l'Inde va accorder ou non un troisième mandat à Narendra Modi du BJP. Alors comment définir ce parti et comment expliquer sa popularité? Alors oui, c'est un parti qui a une longue histoire, qui remonte en fait au mouvement d'activisme RSS créé dans les années 1920 pour défendre vraiment un peu une idéologie, disons, hindouiste et nationaliste. Et donc c'est l'aile politique, si on veut, c'est le parti politique qui reprend ces idées, qui s'est d'abord développé dans les années 50, puis avec la création du BJP dans les années 80. Et c'est un parti donc qui va défendre cette idéologie très particulière nationaliste hindoue, donc l'Inde hindoue avant tout, et puis qui se double depuis qu'il est devenu un parti gouvernemental. Donc ça c'est assez récent, ça remonte aux élections de 2014 où vraiment le parti est devenu un parti majoritaire. Et donc le parti est devenu un peu plus soft, disons, dans son agenda hindou nationaliste, et puis c'est doublé aussi d'un agenda politique de libéralisation, de privatisation, et puis d'ouverture au capitalisme global. Mais le BJP est une véritable machine de guerre qui écrase littéralement les autres partis de l'opposition? Alors, plus ou moins, disons, peut-être on peut un peu nuancer. Il y a effectivement une opposition qui a essayé de se regrouper sous une alliance qui s'appelle India. De l'opposition, on trouve évidemment le parti historique du Congrès qui conduit cette opposition, donc avec Rahul Gandhi à sa tête. Mais cette opposition a de la peine à faire vraiment surgir un programme oppositif qui ne soit pas simplement la négation du BJP. Il essaye de travailler sur des questions comme le chômage, le pouvoir d'achat, par exemple, et puis de critiquer, bien sûr, aussi la question religieuse qui est au cœur du BJP. Mais malgré tout, on a l'impression que l'opposition a de la peine à vraiment faire ressortir son message, d'autant qu'elle regroupe des partis quand même très hétéroclites qui vont du Parti communiste du Kerala, en passant par la Shiv Sena du Maharashtra, et puis le Parti du Congrès. Donc on est vraiment aux opposés du spectre politique. Alors, selon l'opposition, si le parti de Modi obtenait plus de 2/3 des sièges, il pourrait faire changer la Constitution, et voire même le nom du pays. Alors oui, c'est une règle qu'effectivement, il faut 2/3 des votes à la fois dans la Lok Sabha et la Rajya Sabha pour changer la Constitution. Après, il n'y a pas de projet clairement déclaré comme tel par le BJP à ce que je crois. Quelques déclarations, par contre, de figures du parti qui évoquent effectivement des changements possibles, par exemple, quant aux notions de sécularisme ou de socialisme qui se trouvent dans le préambule de la Constitution. Et donc, la crainte des opposants, et c'est effectivement un discours qu'ils essaient de faire passer, est que le BJP vise vraiment à changer complètement les valeurs de la Constitution qui avait été rédigée par le docteur Ambedkar à l'époque, et qui avait des options économiques, sociales, religieuses, très différentes de celles du BJP. Rapidement, on parle beaucoup de dérives autoritaires. Qu'en est-il exactement dans l'Inde de Modi? Bon, c'est aussi à nuancer peut-être. Ce qui est frappant, c'est vraiment de voir la place d'un seul homme en fait au cœur du système, et donc un parti qui est venu à s'identifier avec cette figure charismatique. Donc c'est clair qu'il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Une dérive autoritaire aussi, peut-être parce que l'on voit que quelques institutions tentent à aller peut-être dans le sens du parti majoritaire, même si, par exemple, récemment, la Cour suprême a encore changé une règle qui avait été dictée par le gouvernement de Modi concernant le financement des campagnes électorales, en demandant à ce que le financement soit plus transparent et ne soit pas illimité. Donc on peut dire qu'il y a peut-être quelque chose dans cette direction, mais que c'est quand même à nuancer. Alors, depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, il y a 10 ans, les tensions intercommunautaires s'exacerbent en Inde. Dans ce pays multiconfessionnel, le pouvoir promeut et favorise la religion et la culture hindoue majoritaire au détriment des minorités, en particulier la communauté musulmane. Elsa Anguinolfi. Devant des milliers de personnes, Narendra Modi préside la cérémonie de consécration du temple de Ram à Ayodhya, là où cette divinité hindoue serait née il y a 7000 ans. L'enthousiasme et l'excitation augmentent chaque jour dans le pays. En brisant les chaînes de l'esclavage, le pays devrait s'élever en tirant les leçons de courage du passé. C'est ainsi qu'une nation crée une nouvelle histoire. Le temple de Ram a été construit sur le site où s'élevait la mosquée de Babri. En 1992, cet édifice, vieux de 400 ans, avait été détruit par des fondamentalistes hindous.
Les violences qui avaient suivi firent 2000 victimes, pour la plupart de confession musulmane. Honnêtement, il n'y a personne pour nous protéger ou nous rendre justice. Ce sentiment est présent depuis décembre 92 jusqu'à aujourd'hui. Le parti nationaliste hindou de Narendra Modi, le BJP, promeut l'idéologie de l'Hindutva, qui veut faire de la culture hindoue le socle unique de l'identité indienne. Dans ce pays, les hindous sont majoritaires et c'est leur culture qui prévaudra. Parmi les tenants les plus radicaux du parti, le moine extrémiste Yogi Adityanath, à la tête de l'État de l'Uttar Pradesh. L'argent qui était auparavant dépensé par l'opposition pour construire des murs d'enceinte de cimetières musulmans est maintenant utilisé pour le développement de sites sacrés hindous. La constitution indienne pose le principe du sécularisme de l'État, où aucune religion ne prédomine. Un principe que Narendra Modi et son parti sont accusés de bafouer. À Mumbai, des tensions communautaires se sont soldées par une intervention radicale des autorités. Des échoppes appartenant à des commerçants musulmans et considérées comme illégales ont été détruites. Les destructions à coups de bulldozer sont régulières en Inde, une pratique dénoncée par Amnesty International comme une forme de punition collective contre la communauté musulmane. Les musulmans représentent la première minorité religieuse en Inde, devant les chrétiens, qui signalent aussi une hausse des attaques contre leur communauté. Le BJP s'est engagé idéologiquement à faire des musulmans des citoyens de seconde zone en Inde, à les humilier socialement et à détruire leurs biens, leurs entreprises et leur éducation. Le gouvernement indien vient d'annoncer la mise en œuvre d'une loi controversée sur la citoyenneté qui permet la régularisation de réfugiés, mais exclut les musulmans. Philippe Bornet, vous vous êtes particulièrement intéressé aux religions en Inde. Là, on parle de l'Hindutva. Comment définir cette idéologie et d'où vient-elle ? Oui, c'est une idée en fait assez ancienne qui remonte aux luttes contre le colonialisme britannique et peut-être même à l'image un peu d'Épinal qu'ont donné les orientalistes à l'époque d'une Inde ancienne, glorieuse, au passé tout à fait glorieux. Et donc c'est effectivement cette idée d'une Inde hindoue avant tout, l'Inde des Védas, d'une Inde qui a une histoire extraordinaire et qui ensuite qui aurait, disons, été un peu gâchée par les arrivées successives des musulmans puis des colons britanniques. Et donc tout le rôle, tout le but de cette idée est de revenir à cet âge d'or de l'Inde ancienne. Et dès lors, cette idéologie engendre des discriminations. Alors oui, bien sûr. Donc cette idéologie permet de légitimer finalement toutes sortes de mesures qui vont essayer d'aller à l'encontre de ces communautés qui ne sont pas des communautés hindoues. Donc l'idée est vraiment que les communautés qui ne sont pas hindoues ont une place secondaire, accessoire dans le pays. Et c'est ce que l'on retrouve par exemple avec l'exemple de cette loi sur la citoyenneté qui vise à faciliter la naturalisation de réfugiés de toutes les religions, sauf les musulmans. Et donc, l'on voit bien ici la crainte que certains musulmans sans papier en Inde ont quant à leur futur dans le pays. Mais comment comprendre plus largement la place des religions en Inde ? Il existe quand même un mot inscrit dans la Constitution, séculier. Alors oui, effectivement, il faut bien voir que ce terme de séculier ou de sécularisme n'est pas exactement la même chose que la laïcité à la française. C'est plutôt un terme qui vise à dire que l'État ne devrait pas privilégier une religion au détriment des autres. Et donc effectivement, c'est un terme tout à fait central puisque l'Inde est une grande constellation de religions très différentes, que l'on pense bien sûr à l'islam, 200 millions de musulmans quand même, c'est pas une minorité, une petite minorité, mais bien sûr aussi aux autres minorités, chrétiennes, jaïnes, sikhs et autres. Et donc il est tout à fait central d'avoir une politique qui permette d'intégrer, d'inclure cette diversité religieuse. Et c'est donc bien le souci avec le programme en fait de cette, disons, lié à cette notion de Hindutva qui tente à privilégier la strate, la composante hindoue. Vous êtes historien. Y a-t-il actuellement en Inde une réécriture de l'histoire ?
C'est une question compliquée. Il faut regarder aussi que les manuels, disons, de l'histoire sont produits plutôt au niveau des différents États. Donc l'Inde est un fédéralisme à ce niveau-là, et chaque État a un petit peu une certaine indépendance dans la composition des manuels. Mais l'on voit quelques initiatives, disons, qui sont centrales, qui partent de Delhi. Par exemple, au niveau d'un conseil qui vise à produire des manuels, à les mettre à disposition des différentes écoles ou des États. Et là, il y a quelques cas disons, un petit peu de tentatives de réécrire certains épisodes, mais plus spécialement dans les écoles, alors qu'ils sont directement liés à ce mouvement RSS, dans lesquels on voit effectivement des manuels où l'on minimise la place des empires musulmans de l'Inde, donc par exemple le sultanat de Delhi ou l'empire moghol, où l'on réécrit aussi des éléments d'histoire par rapport à l'assassinat de Gandhi, qui était l'assassin de Gandhi, qui était l'un de ces activistes qui était justement lié au RSS. Alors voilà, pour les religions, les traditions, le récit national du BJP met en avant les succès également économiques et technologiques de l'Inde. L'Inde qui joue la carte de la modernité, elle se rêve la locomotive de l'économie mondiale, une politique de développement qui ne se fait pas sans creuser les inégalités. Voyons cela avec Anne Delette. À perte de vue, des panneaux solaires. Il s'agit du plus grand parc d'énergie renouvelable au monde, créé ici en plein désert, à la frontière du Pakistan. Sa superficie, la ville de New York. Nouveau visage d'une Inde qui entend conjuguer modernité et économie verte et se rêve en nouvelle locomotive de l'économie mondiale. Dans un futur proche, l'Inde deviendra la plaque tournante mondiale de l'énergie verte, des produits pharmaceutiques, de l'électronique, de la construction automobile, de l'innovation. Le pays le plus peuplé de la planète affiche aujourd'hui la croissance économique la plus rapide. 6,7 selon FMI en 2023 et une prévision de 6,5 en 2024 contre 4,6 pour la Chine. L'Inde, aujourd'hui, 5e puissance mondiale. En 20 ans, le sous-continent s'est imposé comme une superpuissance numérique et un centre mondial de fabrication de systèmes électroniques. Apple envisage d'y transférer en 2025 la moitié de sa production d'iPhone, séduit par une main-d'œuvre très bien formée et pas chère. L'Inde, numéro 2 mondial en termes de vente de portables. Se faire livrer ses courses est désormais possible pour une classe moyenne qui a de nouveaux besoins. La nouvelle classe moyenne qui gagnait très peu d'argent il y a encore 10 ans. Et maintenant, ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, vivre dans une maison et ont des besoins de consommation. C'est un marché énorme qui s'ouvre. La Suisse ne s'y est pas trompée. Après 16 ans de négociations, elle vient de signer avec 3 autres pays européens un accord de libre-échange avec l'Inde. Moins de taxes, plus d'échanges. En Inde, il y a une clientèle pour le chocolat suisse, les montres et autres produits de luxe. Mais l'Inde du Premier ministre Modi reste profondément inégalitaire. 160 millions d'Indiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, sans formation. Chez les agriculteurs, la colère gronde. Ils veulent obtenir des prix décents pour leurs produits, mais sont accueillis à coups de matraque par les forces de l'ordre. Le monde paysan, c'est 45% de la main-d'œuvre indienne, le bloc électoral le plus important du pays, dont le vainqueur ne pourra pas faire l'économie très longtemps. Philippe Bornet, c'est vrai que l'Inde s'est tout particulièrement illustrée ces dernières années sur le plan économique, sur le plan international. Est-ce qu'on peut dire que l'Inde a changé radicalement de visage en 10 ans de pouvoir de Narendra Modi ? Oui, effectivement, on peut voir, en tout cas les indicateurs nous montrent que le PIB, par exemple, a plus que doublé pendant cette période. On peut également voir toutes sortes d'occasions auxquelles l'Inde s'est présentée comme une grande puissance à mettre sur un pied d'égalité avec d'autres puissances comme les États-Unis, que l'on pense au G20 de 2023, ou encore à l'alunissage réussi, contrairement à l'alunissage russe en 2023 également, ou peut-être encore plus récemment les grandes célébrations, les faces des célébrations du mariage du fils de Mukesh Ambani, qui ont vu toutes les célébrités du monde se rejoindre. Donc tout cela contribue à donner une image d'une Inde qui réussit, qui est aux antipodes de l'Inde de Mère Teresa, par exemple. En tout cas, c'est l'image que l'on donne. Il faut dire que les services de communication, si on peut dire, de Modi sont très efficaces.
Oui, je pense qu'il y a une réalité quand même économique derrière, mais bien sûr aussi une médiatisation très efficace à travers les réseaux sociaux, la télévision, la radio aussi. Narendra Modi tient une émission de radio que beaucoup de gens écoutent et puis qui permet justement de faire la promotion de cette image-là. Oui. Il dispose de relais dans les médias. Il a aussi un grand soutien de la part des hommes d'affaires, vraiment du monde des affaires en Inde et également de la diaspora. Oui, effectivement. Donc on peut parler vraiment un peu peut-être d'un système, en tout cas d'un monde des affaires qui gravite et qui s'est développé au contact de la proximité avec Narendra Modi. Par exemple, l'homme d'affaires Gautam Adani, qui a fait vraiment construire une gigantesque fortune, ou Mukesh Ambani. Effectivement, et puis de la diaspora qui rejoint, je pense, au niveau des idées, l'intérêt du parti BJP pour une ouverture au capitalisme global, pour un encouragement à des investissements étrangers sur sol indien, donc qui rejoint un petit peu l'intérêt de ce parti pour une plus grande libéralisation, une plus grande privatisation, avec des meetings qui se tiennent un peu partout dans le monde pour le BJP et qui récoltent aussi bien sûr des donations. Voilà pour les succès économiques, mais est-ce que la pauvreté a réellement baissé dans le pays ? On manque peut-être d'indicateurs clairs, mais on peut certainement répondre que non. Et que l'on voit peut-être c'est un des problèmes que le parti lui-même a, c'est-à-dire une opposition importante de certains groupes qui ne voient pas du tout un miracle économique, mais qui au contraire voient leurs conditions plutôt se péjorer. On peut penser à l'exemple des paysans qui ont fait révolte en 2021 contre une nouvelle loi qui visait à enlever ou à arrêter en fait de proposer des subventions ou de racheter les céréales et les différents produits de l'agriculture à des prix fixes. Et donc les paysans se sont révoltés et ont réussi, ont obtenu gain de cause, ont fait plier le gouvernement Modi. Mais ce qui montre bien qu'effectivement, il y a toute une frange de la population qui ne se reconnaît pas dans ce miracle économique et que la pauvreté, le pouvoir d'achat, le chômage aussi sont plus que jamais des sujets de préoccupation extrêmement importants. Vous avez beaucoup d'amis en Inde, des consoeurs, des confrères historiens. Comment vivent-ils cette propagation d'une idéologie et l'évolution du pays ? Alors ils le voient surtout avec un peu d'inquiétude et souvent avec peu de moyens de manœuvre parce que beaucoup de choses viennent du centre, viennent du sommet et donc ils n'ont pas vraiment de prise sur ce qu'il se passe. Ils voient par exemple des problèmes au niveau de la liberté d'expression dans les universités, qui peut devenir problématique suivant les cas. Et puis, évidemment, ils sont aussi inquiets simplement des signes d'une démocratie qui tend peut-être à s'éroder, du fait qu'une personne prend tellement de place dans l'administration. Donc, toutes ces choses sont évidemment des sujets de préoccupation. Et vous-même, vous êtes aussi inquiet, rapidement ? Oui, bien sûr. En même temps, il faut aussi voir qu'il y a des choses positives dans le pays. Il y a quand même la numérisation qui a permis quand même toutes sortes d'améliorations. Il y a bien sûr aussi des éléments même au niveau politique. On peut penser à la récente loi qui a demandé à instaurer un quota pour la représentation féminine dans la Lok Sabha. Alors, ça ne va pas rentrer en ligne juste à présent, ça sera pour la prochaine élection en 2029. Mais disons que c'est une évolution, malgré tout, positive. Philippe Bordet, merci beaucoup. Je vous en prie. Rahul Gandhi, on l'a vu, est l'une des principales figures de l'opposition. Il fait partie de la dynastie historique Nehru-Gandhi. Sa grand-mère, Indira Gandhi, a profondément marqué la scène politique indienne, première ministre à 2 reprises, personnalité charismatique, habile politicienne, mais aussi figure controversée et autoritaire. Indira Gandhi avait accordé une interview à la télévision suisse romande avant d'être assassinée en 1984 dans un climat d'extrême tension. C'est notre rubrique ce jour-là. Madame le Premier ministre, est-ce que vous pensez que l'on peut gouverner un pays en voie de développement sans une certaine dose d'autoritarisme ? Je ne crois pas seulement qu'on peut ainsi gouverner, mais que c'est même le seul moyen de le faire. La démocratie, selon Churchill, est le plus fragile des systèmes, mais il n'y a pas mieux pour le moment. C'est du moins ce qu'il a dit. Je crois que pour un pays aussi grand et aussi varié que l'Inde, il n'y a pas d'autre moyen. Dans un grand pays, il y a forcément des explosions, des désaccords, de l'agitation. La démocratie vous permet de les affronter tous.
Mais si vous en empêchez l'extériorisation, alors vous incitez le peuple à une explosion plus grande que vous ne pourrez pas contrôler. Le temple d'or d'Amritsar dans l'État indien du Pendjab, lieu sacré des intégristes sikhs qui en ont fait le symbole de leur rébellion ouverte contre le gouvernement central. Le 6 juin, Indira Gandhi relève le défi. Ordre est donné à l'armée d'expulser les centaines d'activistes qui s'y sont retranchés. La bataille dure 3 jours, elle fait officiellement 700 morts. Insulte suprême aux yeux de la communauté sikh qui jure de se venger. Les justiciers surgissent 4 mois plus tard. Le 31 octobre, Indira Gandhi est abattue par les membres sikhs de sa garde personnelle. Comme le veut la tradition indienne, le cadavre du Premier ministre est réduit en cendres et c'est son fils Rajiv qui allume le bûcher funéraire. Rajiv Gandhi qui hérite d'un pays entraîné dans le cercle vicieux de la violence. De larges extraits de l'interview d'Indira Gandhi sont à voir sur le site des archives de la RTS. Merci d'avoir été avec nous. Géopolitis est une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde que vous pouvez suivre, y compris sur les différentes applications comme sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.